On continue sur la forme exponentielle, donc là c'est le numéro 2. Du coup on avait été jusqu'à la première propriété, on avait défini justement ce qu'était la forme exponentielle, on avait expliqué en gros que c'était la même chose que la forme trigonométrique, à ceci près que le cos θ plus i sinus θ, on l'écrivait ei θ. Voilà, si je résume, hein, c'est à peu près ça. Et je vous avais dit que toutes les propriétés calculatoires, les règles opératoires, en fait, j'ai laissé pour le deuxième tuto. Donc justement, on en est là. Donc en fait, on va retrouver, au travers de ces règles opératoires, on va retrouver, c'est-à-dire que là aussi, en fait, on va rien inventer en réalité. On va retrouver, mais par le biais de, disons, de réflexions qui sont, enfin, plutôt de démarches qui sont plus de l'ordre du réflexe. Vous allez voir pourquoi. En fait, on va retrouver tout ce qu'on avait déjà énoncé sur les arguments et sur les modules. Voilà. Donc on y va. Alors, admettons qu'on veuille multiplier eiθ et eiθ'. Alors évidemment, je vous déconseille de repasser à cos θ plus i sinus θ, parce que si vous repassez au format algébrique, on va perdre le bénéfice de la forme exponentielle. Alors pourquoi elle a un bénéfice, justement? Puisque finalement, rappelez-vous que la fonction exponentielle, hein, e de x, c'était une puissance en fait. C'est e puissance x. E, c'est un nombre qui certes est aussi bizarre que le nombre pi, mais bon, c'est un nombre que je mets à la puissance x, et c'est la puissance que je fais varier. C'est ça en fait, hein, l'exponentielle. Mais ça reste une écriture de puissance, avec toutes les règles classiques déjà vues en collège qui peuvent aller avec. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'à la place de x, j'ai iθ, mais c'est exactement le même principe. Je reste quand même sur une écriture avec des puissances, et on reste vraiment dans la même logique, dans la même cohérence. Ce qui veut dire que quand je vais multiplier deux écritures comme ça, c'est comme si, au final, je multipliais, je sais pas, 2 puissance 4 fois 2 puissance 6. Alors, vous voyez, j'ai le même nombre en bas, mais j'ai une puissance qui varie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comme ici, j'ai 4, 2, et là, j'en ai 6. En tout, j'en ai 10. Hein, on imagine que ça, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. L'autre, c'est pareil, mais 6 fois. Et donc, à l'arrivée, j'additionne les exposants. Et donc, je me retrouve avec 2 puissance 10. Bon, là, c'est exactement la même chose. C'est aussi les propriétés que vous aviez vues sur la fonction exponentielle l'année dernière, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais additionner les exposants. Et donc, si je mets i en facteur, ça fait e iθ plus θ'. Et si vous regardez bien ce qui se passe, en fait, là, j'ai un nombre complexe z, un nombre complexe z'. Tous les deux sont de module 1. Là, j'ai pas mis les modules devant, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu mettre ici r et r'. J'aurais eu r fois r' fois exponentielle i θ plus θ'. Bon. Donc je retrouve en fait, je vais y arriver, que si je fais le produit de deux nombres complexes avec un d'argument θ, l'autre d'argument θ', je récupère un nombre complexe d'arguments θ plus θ'. C'est-à-dire qu'on retrouve la formule qui disait que argument de z, z', c'était argument de z plus argument de z'. Sauf que là, tout est implicite en fait. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, finalement, on utilise les règles sur les puissances qu'on est censé déjà connaître. Et tout fonctionne parce que ça forme un tout cohérent, justement. Voilà. Donc ça, bon, j'enlève parce qu'on va s'embrouiller. Et donc ce que je disais, c'est que si j'avais mis un R et un R' ici pour les modules, ici j'aurais eu RR'. Ce qui, là aussi, nous permet de retrouver que le produit, le module du produit, c'est le produit des modules. Bon, mais ça, je ne l'avais pas prévu au programme, donc on l'enlève pour l'instant. Ça arrivera dans les exercices. Hein. Ensuite, que si je fais, alors je vais prendre plutôt celle-là, si je fais 1 sur eiθ. Donc là aussi, on essaie d'être logique, de se souvenir. Imaginons que j'ai 1 sur 2 puissance 3. Normalement, vous avez déjà rencontré dans vos études, votre cursus de maths, à un certain moment, on a dû vous l'expliquer, que c'est la même chose que 2 puissance moins 3. Une puissance négative, c'est en fait un inverse. Et vice-versa, hein, c'est-à-dire que si j'ai 1 sur 2 puissance moins 3, ça fait 2 puissance 3. En gros, si je veux changer, parce que là, en fait, je pourrais l'écrire comme ça aussi, si je veux échanger les étages, permuter, il suffit de changer les signes des exposants. S'il y a des exposants, bien sûr. Voilà. Ok, oui, voilà, c'est ça. Okay, je voulais vérifier que j'avais tout dit, mais oui, j'ai tout dit. Et donc, tout ça pour dire que ici, 1 sur eiθ, ça va faire e moins iθ. Et là aussi, je retrouve la formule arc de 1 sur z égale moins argument de z. Vous irez vérifier, hein, mais c'est exactement ce qu'on avait vu. Et en effet, quand je fais 1 sur
enfin quand je regarde l'argument pardon de 1 sur Iθ, et ben je vais me retrouver avec argument de E moins Iθ, c'est-à-dire que c'est moins θ. Donc en effet, je retrouve bien la formule. Ensuite, dans la même logique, si je fais EIθ sur EIθ', ben, de la même manière que quand j'avais un produit que je fusionne mes exponentielles, je récupère une somme, ben, quand j'ai un quotient, si je veux fusionner les exponentielles, je vais me retrouver avec une différence. En toute logique. Hein. Là aussi, c'est quelque chose que vous faisiez normalement, entre guillemets, naturellement, c'est-à-dire que ça, vous étiez déjà censé savoir que ça faisait 2 puissance 4. Donc on fait bien la différence des exposants. Ben là, c'est pareil, je fais celui du haut moins celui du bas. Ensuite, celui qui est là. Alors celui-là peut-être... Ah oui, d'ailleurs, juste une remarque. Là, encore une fois, je retrouve arc de z sur z' égale arc de z moins arc de z'. Je retrouve bien ça. Très bien. Et donc, oui, le conjugué. Alors, le conjugué, on avait vu justement que l'argument de z bar, c'était moins argument de z. Donc, en fait, ça va faire... Je cherchais juste une autre façon de vous l'expliquer. Ça va faire donc exponentielle moins iθ. Sinon, vous pouvez aussi vous souvenir que, en fait, si je prends un nombre complexe, je place son point image, je prends, on va l'appeler M'. Donc celui-là, c'est Z. Celui-là, ça serait Z bar, puisque je vous rappelle que être conjugué, c'est juste prendre le symétrique. Enfin, c'est être symétrique par rapport à l'axe des abscisses, enfin, ou de l'axe des réels. Du coup, si je regarde justement les arguments, si ici j'ai θ, ben là j'ai moins θ. Donc ça veut dire que si j'avais un EIθ, donc module 1 avec argument θ, et que je prends le conjugué, je me retrouve avec toujours module 1 et argument moins θ. Donc ça fait bien E de moins Iθ, ou I fois moins θ, c'est pareil. Donc en gros, bon, c'est pas très difficile avec la notation exponentielle, puisque si vous regardez bien, EIθ bar, en fait, ça fait EIθ avec la barre que sur le Iθ. Et le I, quand vous le conjuguez, ça fait moins I, et θ, c'est un réel. Donc voilà, vous pouvez vous en rappeler comme ça aussi. Mathématiquement, c'est pas tout à fait ça, mais disons de façon mnémotechnique, ça peut peut-être vous aider. Bon, et ensuite, donc Iθ puissance n. Bon, là, justement, alors on l'a vu avec les arguments, on avait vu que l'argument de z puissance n, c'était n fois l'argument de z. Mais vous pouvez aussi vous souvenir que quand vous faites par exemple 2 puissance 3 puissance 6, en fait, ça fait 2 puissance 18. C'est-à-dire qu'on multiplie, quand on a une puissance elle-même encore en tout avec une autre puissance, les deux puissances vont se multiplier. Donc ça fait EINθ. Oui, pour la simple et bonne raison que 2 puissance 3 puissance 6, c'est pareil que 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Et après, justement, on additionne les exposants, puisque là, ça veut dire que j'ai 3, 2, là, j'en ai encore 3, j'en ai encore 3. Donc en tout, j'en ai 6 fois 3 des 2, donc j'en ai bien 18. Juste pour que vous compreniez quand même, pour ceux qui ont tendance à pas s'en souvenir, que vous compreniez que c'est logique en fait, c'est pas magique tout ça. Voilà, bon, donc on a nos principales, alors je vais les numéroter comme ça, je vais les numéroter dans l'ordre où je vous les ai fait écrire. Comme ça, si jamais on a besoin de s'y référer, on pourra parler du numéro. Et donc après, dans les exemples, on va essayer d'appliquer un petit peu tout ça. Alors, on vous donne donc deux nombres complexes, un qui s'appelle Z1, un qui s'appelle Z2. Et dans un premier temps, on vous demande de les écrire sous leur forme exponentielle. Donc, bon, ça, normalement, pour ceux qui ont suivi le planning, vous avez fait des exercices là-dessus, ça devrait vous parler. C'est-à-dire que c'est exactement comme la forme trigo, on a besoin du module et d'un argument. Donc, module de Z1, déjà, je suis à racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Donc, racine de 4, c'est-à-dire 2. Du coup, si j'appelle θ1 un argument de Z1, cos θ1, c'est 1 demi. Sinus θ1, c'est moins racine de 3 sur 2. Et donc, θ1, c'est moins pi sur 3.
Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est là où ça devient, parce que pour l'instant, c'est que des choses que vous avez déjà vues. Et là où ça devient intéressant, on l'a déjà vu dans les exercices, hein, c'est que je peux maintenant conclure directement sur la forme exponentielle. Donc au lieu de passer par la forme trigo, j'écris directement module fois EIθ, c'est-à-dire EI facteur de moins pi sur 3. Autrement dit, 2e moins I pi sur 3. Voilà la forme exponentielle de Z1. Ensuite, je fais pareil avec Z2. Donc j'obtiens racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Oui, c'est ça. Ensuite, si j'appelle θ2 un argument de Z2, cos θ2 sinus θ2, moins 2 sur 2 racines de 2, donc ça fait moins 1 sur racine de 2. Je multiplie en haut et en bas par racine de 2, donc ça me fait moins racine de 2 sur 2. Ensuite, pareil ici, donc ça me fait 1 sur racine de 2, et donc racine de 2 sur 2. Ce qui veut dire que θ2, c'est 3pi sur 4 modulo de pi, bien sûr. Ok, donc là on est bon. Et donc, je peux en déduire la forme exponentielle à 2pi près, toujours, hein, ça on l'a déjà expliqué, avec module en premier, EIθ, donc E 3i sur 4. Ceux qui préfèrent écrire I 3pi sur 4 ou 3pi sur 4i, enfin, le i vous le baladez un peu où vous voulez, hein, du moment où il reste au numérateur, peu importe. C'est vrai que souvent on met le i entre le 3 et le pi, ou entre le 2 et le pi, etc. parce que c'est facile à lire. En fait, c'est facile de dire 3i pi. C'est juste ça, hein. C'est pas... En réalité, le i, vous pouvez le mettre où vous préférez, du moment où il reste au numérateur. Donc maintenant qu'on a Z1 et Z2, on nous demande d'autres choses. On nous demande la forme exponentielle de Z1 puissance 9. Donc là, on essaie d'être malin. On récupère la forme exponentielle de Z1 déjà. Parce que l'avantage de la forme exponentielle, c'est que justement, elle utilise des exposants. Exponentielle, ça vient du mot exposant, hein. Elle utilise des exposants, donc si je la mets encore avec un exposant, disons qu'elle est adaptée, cette forme-là. Elle est beaucoup plus adaptée que la forme trigonométrique avec laquelle vous allez vous en sortir, mais la rédaction sera un petit peu plus compliquée. Là, ça va se faire naturellement, c'est-à-dire que je mets ma puissance 9, et finalement, je vais faire comme tout calcul, si je l'avais mis à la puissance 9, là j'ai une multiplication, donc j'ai bien des facteurs. Chacun va recevoir la puissance 9, ça marche quand j'ai une multiplication. Ne le faites pas pour les additions ou les soustractions, mais pour les divisions ou les multiplications, ça marche, c'est-à-dire que j'ai la puissance qui se distribue. 2 puissance 9, ça fait 512. Et là, j'utilise la formule, c'est laquelle? C'est la 5. Oui, c'est ça. Alors, je peux le mettre là si vous voulez. Qui consiste à multiplier les deux exposants, justement. Donc, moins i pi sur 3 fois 9. Donc, je me retrouve avec moins 9 i pi sur 3. Or, 9 tiers, ça fait 3. Donc, en fait, ça fait moins 3 i pi. Donc, ça, c'est déjà une forme exponentielle, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, tant qu'à faire moins 3 pi, bon, moins 3 pi, il est ici, hein, c'est-à-dire que je suis partie de là, j'ai fait 2 pi. Non, pardon, dans l'autre sens. J'ai fait moins 2 pi et encore moins pi, donc je me suis retrouvée ici à moins 3 pi. Tant qu'à faire, on va lui écrire sa mesure principale, c'est pi. C'est le même que pi, hein, c'est-à-dire si je pars dans le bon sens, enfin dans le bon sens, dans le sens positif, je fais un demi-tour, donc je fais pi. Donc je peux aussi l'écrire, moi je préfère quand on peut avoir l'écriture, la mesure principale, je veux dire, pardon, c'est-à-dire la mesure la plus proche de 0, donc entre moins pi et pi. Voilà, mais c'est la même, hein. C'est là qu'on se rend compte que la forme exponentielle, elle n'est pas tout à fait unique. C'est ça que je dis quand elle est unique à 2 pi près. C'est-à-dire que selon le représentant qu'on prend de la mesure de l'angle en radian, j'ai pas tout à fait la même écriture de l'exponentielle, mais pourtant, tout ça, c'est bien le même nombre. Donc Z1 puissance 9, d'accord. Et après, on me demande, c'était quoi le suivant? C'était Z2 puissance 3, donc Z2 au cube sur Z1. Donc là, pareil, vu qu'il y a des puissances, il y a des divisés, tout ça, ça marche bien avec les exponentielles. Donc tant qu'à faire, on va aller chercher cette forme-là. Z2, c'était donc 2 racines de 2, E3i pi sur 4. Le tout, je le mets au cube. Sur Z1, Z1 c'est 2
e moins i pi sur 3. Donc là, même principe, je vais mettre 2 racines de 2 au cube et e 3i pi sur 4 au cube. Allez, je vous détaille tout. On est encore dans les premiers calculs, là, ça vous fera pas de mal. Et en dessous, bon, rien de spécial, on verra ce qui vient, qu'il arrive, quoi. Ensuite, donc je continue. Quand je mets 2 racines de 2 au cube, alors 2 au cube, ça fait 8. Et racine de 2 au cube, ça fait racine de 8. Donc ça fait encore 2 racines de 2. Donc je me retrouve avec 8 fois 2 racines de 2. Et ensuite, pour l'exponentielle, je vais multiplier les exposants. Donc ça va me faire 9 i pi sur 4. Le tout sur 2 e moins i pi sur 3. Je peux barrer les deux. Donc il me reste, alors je vais faire la suite ici, parce que j'ai plus de place. Donc il me reste 8 racines de 2. Il n'y a rien en bas comme module, enfin il y a 1. Et les exponentielles, comme j'ai une exponentielle divisée par l'autre, je vais soustraire les exposants. Donc 9 i pi sur 4 moins i pi sur 3. On fait attention au signe, parce qu'il y avait déjà un moins en bas. Donc ça fait bien moins. Très bien. Donc, du coup, ça me fait 8 racines de 2 exponentielles. Alors, on met tout sur 12. D'ailleurs, le 9 pi sur 4, j'aurais pu l'écrire plutôt pi sur 4. Parce qu'on est d'accord que 9 pi sur 4, si je lui enlève 2 pi, donc j'enlève un tour, ça fait 9 pi sur 4 moins 8 pi sur 4. Donc, ça fait pi sur 4. Donc, si je prends la mesure principale, c'est-à-dire la plus simple, entre guillemets, c'est juste pi sur 4. Ça m'a enlevé la flèche. Voilà. Ce sera juste plus simple pour les calculs. Parce qu'après, quand je mets sur 12, bon, si je prends 9 pi sur 4, je me retrouve avec des 27 pi sur 4. Sur 12, pardon, ce qui n'est pas très grave, mais bon, tant qu'à faire. Donc là, si je mets sur 12, ça fait 3 i pi sur 12 plus 4 i pi sur 12. C'est ça. Et donc, ça me fait 8 racines de 2 exponentielles de 7 i pi sur 12. Voilà, et là, j'ai une forme, en plus, algébrique, une forme exponentielle avec mesure principale, puisque 7 pi sur 12, c'est bien entre moins pi et pi. Voilà, donc, vous voyez, on obtient quand même la forme exponentielle. Alors, ok, il y a pas mal de calculs, mais ça se fait, quoi. C'est-à-dire que ce sont des calculs qu'a priori, vous avez l'habitude de faire. Si on l'avait fait avec les arguments, on aurait pu, on aurait pu. C'est simplement qu'il aurait fallu détailler, en fait, il aurait fallu dire que argument de z2 au cube sur z1, c'est argument de z2 au cube moins argument de z1. Alors ça, c'est que pour l'argument. Après, il fallait le faire pour le module aussi. Parce qu'en fait, avec la forme trigo, on est obligé de... Au lieu de faire tout en un seul, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros avantage de la forme exponentielle, c'est qu'elle vous permet de gérer le module et l'argument en même temps, sans vous poser de questions. Sans trop vous poser de questions. Si vous utilisez les formes trigonométriques, il faut distinguer le calcul du module du calcul de l'argument, d'un argument. Bref, bon, je ne vais pas tout refaire, mais voilà, là, ça aurait fait 3 arguments Z2 moins argument de Z1. Après, vous faites le calcul, vous trouvez l'argument. Après, hop, vous repartez sur le module, etc. Et après, seulement, vous pouvez rassembler tout ça en une forme trigo. Voilà, si vous passez par la forme trigo, ça donne un truc comme ça. Donc évidemment, bon, on préfère passer par l'exponentielle, même si parfois, voilà, dans les calculs, il peut y avoir des petites difficultés, mais en même temps, ça vous fait travailler aussi tout ce qui est puissance, qui est censé être de l'acquis solide maintenant en terminale. Donc bon, ça fait pas de mal en plus. Alors, on continue, on reste avec Z1 et Z2 justement. Alors cette fois, on change un petit peu l'énoncé, on vous demande d'écrire Z1, Z2, Z1 fois Z2, donc sous forme algébrique d'abord, et ensuite sous forme exponentielle. Donc algébrique, ça revient à ce qu'on faisait dans la partie 1, c'est-à-dire que je récupère les écritures algébriques. Alors il y avait 1 moins i racine de 3 et moins 2 plus 2i. Voilà. Donc en gros, je distribue, je fais ma double distributivité, je vais obtenir ma forme algébrique. Que je vérifie, oui c'est ça. Du coup, je me retrouve avec moins 2 plus 2 racine de 3 pour la partie réelle et la partie imaginaire 2 plus 2 racine de 3. Donc c'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave, on garde. Donc ça, c'est la forme algébrique. Je vais l'écrire quand même, forme algébrique.
Maintenant, si je veux la forme exponentielle, ben, on va être malin, puisque j'ai déjà la forme exponentielle de z1 et de z2. Donc je vais aller les chercher. Alors 2e moins ipi sur 3 fois 2 racines de 2 e 3ipi sur 4. Ce qui fait donc 4 racines de 2. C'est-à-dire que ce que je fais en premier déjà, parce que c'est vrai que ça on ne l'a pas trop vu pour l'instant, ce que je fais en premier déjà, c'est que je multiplie les nombres, enfin les modules en fait, entre eux. Donc 2 fois 2 racines de 2, ça fait 4 racines de 2. Et ensuite, je cherche à multiplier les exponentielles entre elles. Et comme multiplier les exponentielles, ça revient à additionner leurs exposants, ben je fais l'addition des exposants. Voilà. Donc je vais me retrouver avec, ouais, il faut tout mettre sur 12 là aussi, hein, donc j'ai moins 4 ipi sur 12, plus, alors là il faut que je multiplie par 3, donc 9 ipi sur 12, ce qui fait 4 racines de 2 exponentielle de 5, hein, oui c'est ça, 5 ipi sur 12. Et donc ça, c'est la forme exponentielle. Qui, au passage, m'apprend le module de z1, z2, qui est donc 4 racines de 2, et m'apprend aussi un argument de z1, z2, qui est 5pi sur 12. Hein, vous avez les mêmes informations que dans une forme trigonométrique. Donc ça, forme exponentielle. D'accord, bon, donc là on a rempli le contrat jusqu'ici, et maintenant on nous demande d'en déduire les cosinus et sinus de 5pi sur 12. Ah. Et c'est là que, bon, la forme trigo, elle est jamais loin, hein, ce que je vous disais, on ne peut pas l'oublier non plus, même si on se sert de l'exponentielle comme d'un outil assez efficace, on ne peut pas l'oublier. Si je veux trouver cosinus et sinus de 5pi sur 12, bon, bah, il va certainement y avoir un lien avec ce qu'on vient de trouver, puisque là, on avait un argument de 5pi sur 12 pour z1, z2 quand même. Donc, justement, alors, on y va. Argument de z1, z2 égale 5pi sur 12 modulo 2pi. Donc, cosinus de 5pi sur 12, d'après la formule qu'on avait vue justement lorsqu'on a travaillé la forme trigo, ce serait du coup la partie réelle de z1, z2 sur le module de z1, z2. Puisqu'on avait dit cos θ, c'est partie réelle du nombre complexe divisé par le module du nombre complexe. Là, le nombre en question, c'est z1, z2, qui a comme argument 5pi sur 12. Donc, voilà, ça donne ça. Et la partie réelle de z1, z2, vous l'avez dans sa forme algébrique, justement. C'est pour ça qu'on vous l'a fait calculer. Elle est ici. Donc, vous allez venir la mettre là. Donc là, c'est moins 2 plus 2 racines de 3. Et le module de z1, z2, vous venez de l'obtenir dans la forme exponentielle. Donc, il arrive ici, 4 racines de 2. Voilà. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Souvent, enfin, ce qu'on trouve parfois comme écriture, c'est une écriture sans racine, sans radicale en bas. Donc, sans racine de 2 en bas. On n'aime pas trop avoir des racines ou dénominateurs. Donc, on multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Bon, c'est pas une obligation, là, on vous le demandez pas, mais bon, je vais quand même vous le montrer. C'est le genre de truc, franchement, ça vous fait pas de mal de voir ça au lycée, parce que quand vous arrivez dans le supérieur, c'est des petites choses que les enseignants, honnêtement, ne prendront pas le temps d'expliquer, ou alors peut-être même qu'ils n'ont pas conscience que vous en avez besoin, en fait. Hein. Donc, ce genre de choses, ils passent direct, en général. Donc, c'est bien de voir ça dès le lycée. Donc, justement, hein, si je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça va me permettre d'enlever la racine de 2 en bas. C'était l'objectif. Donc, je distribue, ça fait moins 2 racines de 2 plus 2 racines de 6 sur 4 fois 2, donc sur 8. Et après, je divise tout par 2. Donc, ça me fait moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà, c'est souvent cette écriture-là qu'on voit plutôt pour le cosinus de 5pi sur 12. Mais bon, c'est pas la seule qui existe. Hein. Ensuite, le sinus, même principe. Bon, j'y passe pas une heure là, je pense qu'on a compris l'idée. Je fais pareil, mais avec la partie imaginaire. Donc, ça me donne, alors la partie imaginaire, là, c'était 2 plus 2 racines de 3, pardon, sur 4 racines de 2. Et après, je multiplie tout par racine de 2, c'est-à-dire 2 racines de 2 plus 2 racines de 6 sur 8. Donc, racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà.
Et donc, on a répondu à la question. Donc là, ça rejoint, je pense que vous en souvenez, hein, parce que c'est assez frais, c'était il n'y a pas longtemps, les petits exercices, enfin les exercices qu'on avait déjà travaillés dans le cadre de la forme trigonométrique, puisque ce qu'on vient de faire là, ça peut se faire aussi avec la forme trigo. C'est juste que je voulais vous montrer ce que ça donnait avec la forme exponentielle. Et donc, on avait vu ça, justement, des exercices où, finalement, l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à déterminer des cosinus et des sinus d'angles qui ne font pas partie des angles remarquables, c'est-à-dire dont vous ne connaissez pas, justement, les cosinus et les sinus. Bon, il nous reste le petit 3 d'exemple. Alors, c'est plus un exemple, comment dire, bon, c'est quelque chose à voir. C'est pas forcément un exercice, c'est plus une petite curiosité qui permet aussi comment dire, de voir, de prendre du recul en fait, de voir que les pièces du puzzle s'imbriquent et que tout ça forme un tout cohérent. Voilà. Ça peut être intéressant de voir ça. Alors, donc donner la forme algébrique de E puissance, enfin exponentielle IA, exponentielle IB, celle de... Bon, ok, alors on y va. Alors, prévoyez un petit peu de place quand même, parce que il n'y a rien de très compliqué en fait, mais c'est un peu laborieux dans l'écriture. Donc, cos IA, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cos A plus I sinus A. Ça, c'est exponentielle IA. Que je multiplie par cos B plus I sinus B. Ça, c'est exponentielle IB. Et donc, si je veux la forme algébrique, il va falloir que je m'amuse à faire la distributivité, la double. Donc, je vais avoir d'abord cos A fois cos B plus cos A cos sinus B, pardon, I. N'oublie pas le I, parce que ça, c'est de l'imaginaire, du coup. Hein. Plus sinus A cos B cos B I. Et enfin, I carré, c'est-à-dire moins 1, donc moins sinus A sinus B. Donc si j'écris les choses, bon déjà normalement ça serait plus logique, enfin c'est plus clair si vous mettez des petites parenthèses pour qu'on voit bien de quoi on parle. C'est pas une obligation hein, quand il n'y a qu'une lettre, mais bon, tant qu'à faire. Et donc maintenant je vais juste isoler ce qui est réel et ce qui est imaginaire pour bien avoir mon écriture algébrique. Voilà, donc là j'ai la partie réelle plus i facteur de cos A sinus B plus sinus A cos B. Voilà, et donc là, j'ai la partie imaginaire. Ensuite, on me demandait, même idée, mais pour E, I, A plus B. Bon, là, c'est pas très dur, c'est cos A plus B, plus I, sinus A plus B. Voilà, donc bon. Et du coup, on vous demande de retrouver, alors c'est là où ça devient un peu plus comment dire, martien pour vous peut-être, de retrouver des formules de trigo que vous avez vues en première. Alors déjà, il faut se souvenir des formules de trigo qui ont été vues en première. Je ne sais pas si vous en souvenez ou pas, donc on va voir celles qui sortent, et puis voilà, on va espérer que ça vous rappelle quelque chose. Normalement, c'est donc des formules que vous avez vues en première. Dans le cadre, à quel moment vous avez dû faire ça? Bah, au moment où normalement, hein, enfin je pense que c'était là, vous avez travaillé sur le cosinus et le sinus sur le cercle trigo. Vous avez parlé des fonctions trigonométriques normalement aussi. Donc voilà, à ce moment-là, il y a eu un moment normalement où on vous a parlé de ça. Je réfléchis, mais peut-être produit scalaire, mais non, ça n'a pas trop lieu d'être. C'est plutôt, oui, c'est plutôt sur la partie purement trigo en fait. Hein. Vous avez dû parler de ça. Alors, comment on va en déduire? Ben, première chose, je ne sais pas si ça vous a échappé, peut-être. Mais ça et ça, c'est la même chose en fait. EIA fois EIB ou alors EIA plus B, c'est la même chose. Donc en fait, il y a égalité entre cette méga formule là et cette formule un peu plus petite. Il y a égalité. Et s'il y a égalité, je dis formule d'ailleurs, c'est un nombre, hein, c'est un nombre complexe à chaque fois. Donc ces deux nombres complexes sont égaux. Et s'ils sont égaux, c'est qu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc ça va nous donner des égalités, cette histoire-là. Donc là, on va dire, or, EIA fois EIB égale EIA plus B. Alors, du coup, si je prends la partie réelle, ici, c'est cos A plus B. Elle est égale à la partie réelle de ce côté, donc cos de A fois cos de B moins
sinus de A fois sinus de B. Voilà. Et même principe après, cos de A sinus de B. Ah oui, alors pardon, je vais l'écrire dans le même sens tant qu'à faire. Donc c'était sinus A plus B. C'était la partie imaginaire de l'autre. Hein. C'est égal à la partie imaginaire de celle qui est là au-dessus. C'est-à-dire cos de A sinus de B plus sinus de A cosinus de B. Voilà, voilà. Donc ça, normalement, ce sont deux formules que vous avez déjà vues en première, qui sont assez utiles justement pour déterminer des sinus ou des cosinus dont on ne dispose pas. Parce qu'en fait, du moment où vous connaissez le cos et le sin du A et du B, vous pouvez en déduire le cos et le sin du A plus B. Donc par exemple, pi sur 3 plus pi sur 4. Pi sur 3 plus pi sur 4, c'est en fait 4 et 3, c'est en fait 7 pi sur 12. Donc 7 pi sur 12, son cos et son sin, vous pouvez trouver assez facilement en utilisant ces formules-là, par exemple. Nous, on l'a fait parfois par d'autres biais, par d'autres rédactions, mais vous pourriez aussi m'invoquer ces formules directement, vous êtes censé les connaître. Enfin bref, en tout cas, tout ça, c'est cohérent. Alors, on peut prendre les choses en plein de sens différents, on peut partir de l'une pour arriver à l'autre, de l'autre pour arriver à l'une, mais en tout cas, il y a bien des équivalences dans tout ça et des similarités qui se retrouvent. Voilà, donc sur cet exemple-là, je voulais vous montrer ça. C'est pas forcément quelque chose à apprendre ou à... Enfin, les formules, vous êtes censé déjà les connaître, hein, mais c'était surtout pour vous montrer que grâce à cette notation exponentielle, il en ressort aussi des choses qu'on connaissait déjà et qu'on retrouve, en fait. Voilà. Alors, c'est pas forcément une démonstration pour autant, parce que tout dépend ce qu'on admet au départ, en fait. Enfin, par quoi on commence à démontrer. Mais ça peut aussi. Ça peut aussi. Voilà, bon, bon courage. Je vous laisse à vos exercices. Vous avez une petite série du coup derrière pour enfoncer le clou. Là, on va faire quand même pas mal d'exercices pour enfoncer le clou sur tout ça, parce que l'air de rien, on a vu un certain nombre de choses qui déjà engrangent un certain nombre d'exercices. Donc bon, sur la partie courte, parce que vous voyez bien qu'après, il ne reste pas grand-chose, hein, il reste vraiment que la fin. Il ne restera que ça, qui est la seule nouveauté d'ailleurs, en dehors de l'écriture elle-même exponentielle, mais sinon, en termes de concept, c'est la seule nouveauté du chapitre. Vous verrez que c'est pas très violent non plus, donc ça devrait bien se passer. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi, surtout que là on est en distanciel, donc vraiment n'hésitez pas à me solliciter, à nous solliciter. Je parle de l'ensemble des enseignants. Voilà. Et après, on fait ce qu'on peut. Hein. On n'a pas forcément une réactivité parfaite non plus. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, vraiment, on essaie de faire au mieux pour que vous perdiez le moins de temps et de connaissances possible. Que votre préparation pour le supérieur soit la meilleure possible. Voilà. Donc n'hésitez pas. Bon courage à tous, en tout cas. À très bientôt.